Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. En 1420, la catastrophe est consommée. Vous avez le traité de Troyes qui scelle la trahison ultime. Charles VI est toujours roi, mais c'est un roi sans pouvoir. Il est déshérité quand même. Entre guillemets, il déshérite surtout son propre fils, le dauphin Charles, le futur Charles VII, au profit d'Henri V d'Angleterre, qu'il nomme héritier de la couronne. En réalité, c'est pas le roi Charles VI qui fait ça, le honteux traité. C'est sa femme, la mère donc du dauphin, qui va faire signer ce traité à Troyes qu'on appelle le honteux traité. Donc la France, en théorie, doit être unie aux deux royaumes après sa mort. Il faut quand même imaginer ça. Le dauphin Charles se réfugie à Bourges. C'est plus qu'un prince sans trône qu'on appelle déjà, on se moque de lui, on l'appelle le roi de Bourges. La France n'est donc plus une nation, elle n'est plus qu'un champ de ruines. Donc Azincourt, c'est pas seulement une défaite militaire. C'est un révélateur d'un pouvoir royal défaillant, révélateur d'une noblesse aveuglée par son orgueil, donc elle n'a rien appris, révélateur d'une guerre civile qui a miné la résistance du royaume, et révélateur d'une fracture morale, d'une fracture politique. Mais dans cette France humiliée, exsangue, trahie, le peuple, lui, est toujours là. Les paysans, les artisans, les marchands, les prêtres, les étudiants, tous voient le désastre. Tous se taisent, mais tous attendent. Vous avez un livre qui va sortir là, qui s'appelle « Histoire de l'Europe, tome 2, la naissance de l'Europe ». Vous avez écrit, entre autres, en tout cas sous la direction de Xavier Hélary, et je vais bientôt l'avoir en interview. Donc, d'ailleurs, c'est demain, au moment où j'enregistre cette émission, c'est demain que je reçois Xavier Hélary. Il y a de merveilleux chapitre justement sur le peuple, sur comment il vit ces moments médiévaux. C'est un magnifique ouvrage, Histoire de l'Europe. J'aurai l'occasion d'en reparler pendant l'interview et puis d'y revenir évidemment après. Et donc, je disais, tout le monde se tait, tout le monde attend, et dans ce silence va surgir une voix, c'est le cas de le dire, la voix d'une jeune fille, une voix venue de Lorraine, une voix qui va dire: le royaume de France n'est pas perdu. Il y a, je ne sais plus quel historien avait dit, c'est le merveilleux qui vient s'installer dans le politique. C'est un peu ça. On est en 1429. Depuis 10 ans, la France est donc une coquille vide. Le roi est mort. Son fils Charles VII ne règne que sur une poignée de provinces du Sud. Donc c'est le roi de Bourges. Il n'a pas été sacré, il ne commande aucune armée digne de ce nom. Les Anglais occupent tout le nord du pays, la Normandie, la Guyenne, Paris, et avec l'aide des Bourguignons, ils contrôlent Reims, qui est quand même le lieu traditionnel du sacre royal. Je fais une parenthèse, de façon absolument incroyable, le roi d'Angleterre ne s'est pas fait sacrer à Reims. Il est roi, entre guillemets, de France, de fait, mais il ne s'est pas fait sacrer à Reims. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc la légitimité française est effondrée. Le peuple endure, il n'espère plus, le peuple survit. Et donc dans ce silence, dans ce découragement absolu, vous avez donc cette voix qui s'élève. Celle d'une fille, une enfant de Don Rémy, j'y reviendrai, dans les marches de Lorraine. Elle s'appelle Jeanne et elle dit qu'elle est envoyée de Dieu. Elle a 17 ans, elle ne sait pas lire et écrire, en tout cas c'est ce qu'elle dit. Elle ne connaît rien aux batailles, rien aux manœuvres, rien à la cour, mais elle parle avec assurance. Elle dit avoir vu l'archange Michel, elle dit avoir vu Sainte Catherine, Sainte Marguerite. Elle dit que Dieu lui a confié une mission, chasser les Anglais et faire sacrer le dauphin à Reims. Tout pourrait paraître insensé. Aujourd'hui, on se dirait, elle est quand même en forme. Tout paraît impossible. Et pourtant, il y a dans ces paroles une telle ferveur, une telle absence de doute que les plus sceptiques de l'époque vacillent. Le peuple croit ce qu'il entend. Les soldats croient. Et bientôt, le roi de Bourges croit. Charles VII, qui n'est pas encore Charles VII en réalité, accepte de la recevoir à Chinon. Il est désespéré, lui. Alors elle le reconnaît. Vous connaissez la fameuse scène, vous savez, je pense que vous avez appris ça à l'école, mais je vais y revenir tout à l'heure. Je vais faire un zoom un peu plus important sur le personnage quand même.
Mais donc vous avez, elle s'avance devant la cour et puis ils sont tous, le roi s'est mis au milieu sans que personne puisse le reconnaître, elle l'a jamais vu et elle le reconnaît tout de suite, elle dit c'est lui le roi, elle va directement sur lui, etc. etc. Bref, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça, bref. Il est troublé, alors il doute évidemment, mais comme il n'a rien à perdre, il lui donne ce qu'elle veut. En 1428, les Anglais assiègent Orléans. Orléans, il faut bien comprendre, c'est la dernière grande ville qui défend en fait l'accès à la vallée de la Loire. Si Orléans tombe, c'est terminé, tout le cœur du royaume est à découvert, et c'en est fini. Il n'y a plus rien, c'est terminé. Et donc Jeanne supplie le roi de lui confier une troupe, et donc il accepte. À sa tête, un écuyer prudent, Jean de Dunois, et un groupe de capitaines endurcis. Ils pensent escorter une sorte de mascotte. En fait, ils vont découvrir, en tout cas c'est ce qu'on nous raconte, je vais passer assez vite, une stratège. Elle entre à Orléans en mai 1429, vêtue d'une armure, portant son fameux étendard blanc. Elle galvanise les soldats, harangue les capitaines, force l'action et contre toute attente, elle réussit à faire lever le siège. Les Anglais battent en retraite, Orléans est sauvé, le choc est immense, le miracle a eu lieu. Mais Jeanne ne s'arrête pas là. Elle veut Reims, elle veut le sacre, elle veut le symbole, encore une fois. Elle persuade le futur Charles VII, on va l'appeler comme ça quand même, de tenter la traversée du territoire ennemi. Bah oui, parce que pour aller à Reims, il faut traverser le territoire ennemi. Les villes se rendent les unes après les autres sans combattre. Le peuple ouvre les portes, l'enthousiasme gagne les provinces. Et quand on vous dit ça, vous vous dites, le merveilleux est effectivement entré en politique. Et sur le terrain, sur le social. Et le 17 juillet 1429, dans la cathédrale de Reims, Charles VII est sacré roi de France. Jeanne est là, debout à ses côtés, tenant son fameux étendard. C'est pas une victoire militaire, c'est une victoire morale, spirituelle, j'allais presque dire nationale avant l'heure. Vous voyez, la France n'est pas morte, le roi est maintenant légitime, alors l'espoir est revenu. Pourtant, cette ascension fulgurante, celle de Jeanne, inquiète quand même quelques-uns. Elle est aimée du peuple, elle est respectée des soldats, elle est crainte des Anglais, mais la cour s'agace un peu. D'abord, elle parle trop, elle commande trop, elle refuse les compromis, elle gêne les négociations secrètes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des négociations secrètes. Charles VII, prudent, ambigu, commence à la tenir un peu à distance, et en 1430, alors qu'elle tente de libérer Compiègne, elle est capturée par les Bourguignons et livrée aux Anglais. Vous connaissez l'histoire, ils ne veulent pas d'une prisonnière de guerre, ils veulent détruire le symbole. C'est très important parce que pour eux, c'est un symbole. Or, c'est dangereux, les symboles. Et donc, ils orchestrent un procès d'église à Rouen, un tribunal d'ecclésiastique, hostile bien sûr, évidemment à la solde du parti anglais. Ils vont donc l'accuser de la seule chose qui puisse ternir son image, c'est l'accuser d'hérésie, de sorcellerie, de travestissement. Ils la pressent, ils l'humilient, ils la piègent, je reviendrai sur tout ça. Elle résiste, vacille, revient sur ses paroles, se reprend, elle est seule, elle est sans avocat, sans appui, et surtout, ça peut paraître assez incroyable, sans protection royale. Charles VII ne fait rien, il ne tente rien, et il n'envoie personne. Et le 30 mai 1431, elle est brûlée vive sur la place du Vieux Marché, à Rouen. Elle a 19 ans, elle meurt en criant le nom de Jésus. Les Anglais croient avoir tué un mythe. En fait, ils ont fait naître, tout simplement, une martyre. Sa mort va pas marquer la fin de la guerre, faut pas croire, mais en fait, elle va changer le visage. C'est parfois, je reviens souvent sur des exemples de sport, parfois il suffit de changer d'entraîneur pour que tout change. C'est une espèce de choc, si vous voulez, qui va permettre de réveiller les esprits. Voilà, elle change le visage de la guerre. Elle donne à la France une héroïne, une sainte vivante, un symbole. Encore une fois, je vais revenir sur tout ça, rassurez-vous. Elle incarne désormais la volonté divine contre l'occupation, la paysanne, vous savez, contre les nobles, la voix du peuple contre la trahison des élites, etc., etc. Et cette mémoire tenace, vivante, va nourrir une dynamique irréversible, celle de la conquête. Donc, attention, Jeanne n'a pas gagné, mais elle a retourné le cours de l'histoire. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.